Bonjour, c'est Sophie, la créatrice d'Au revoir podcast qui vous parle. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a reçu le soutien d'Envol et Matrescence. Envol et Matrescence, c'est un centre de formation dédié à la périnatalité, à la parentalité et l'entrepreneuriat qui forme notamment des accompagnants et accompagnantes périnatales et des doulas. Militant et féministe, ce centre est engagé pour un meilleur accompagnement de toutes les familles, de toutes les maternités, de toutes les grossesses. Et ça, c'est super important. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux formations qui se déroulent en ligne, celle consacrée au désir d'enfant et celle dédiée au deuil périnatal. Si je vous en parle, c'est parce qu'elle s'adresse bien sûr aux doulas, mais aussi aux professionnels du secteur médico-social, de l'enfance, de la relation d'aide, aux bénévoles de certaines associations aussi. Et si vous êtes issu de l'entourage des personnes endeuillées et ou en désir d'enfant, eh bien vous pouvez aussi faire ces formations pour mieux comprendre ce que vos proches traversent, pour mieux les soutenir et être présent et présente pour elles et eux. Un grand merci à Envol et Matrescence de s'engager pour une meilleure reconnaissance du deuil périnatal et pour son soutien envers Au revoir podcast. Tous les liens directs vers les formations que je viens de mentionner sont dans la description de cet épisode. Et maintenant, je vous souhaite une belle écoute. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou encore du décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter ces épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir et le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Jamais je me suis sentie seule dès lors que j'ai parlé de mon projet de maman solo. Je me suis tout de suite sentie soutenue, entourée. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que ma famille est hyper ouverte, hyper open à tout ce que je peux proposer de hors norme. Début janvier 2021, ben, mes règles n'arrivent pas. Donc, je décide de faire un test de grossesse et il a été positif tout de suite. Donc, en fait, je suis tombée enceinte du premier coup. J'ai fait un test de grossesse au bout de 5 jours de retard de règles en visio avec ma sœur et mon amie Candice qui était le jour de ce fameux test de grossesse en visio avec moi dans les toilettes. Donc on était sur quelque chose d'assez folklore, mais voilà. Est arrivée l'échographie du deuxième trimestre, donc l'échomorpho. Je décide d'y aller avec Candice. Elle est venue à la première échographie et elle était là pendant cette échomorpho, cette deuxième échographie. Elle était présente. Et donc l'échographie commence. On me dit rapidement, alors moi je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était un garçon, et on me dit rapidement que c'est une petite fille, donc j'étais surprise et ravie. Et j'ai commencé à lâcher prise parce que c'était hyper joyeux dans le cabinet. Voilà, elle me montrait mon bébé qui avait bien grossi depuis la première écho, donc j'ai vraiment lâché un peu prise en me disant bon, ça a l'air de bien se passer vu comment la sage-femme est enjouée. Et puis elle est de plus en plus silencieuse et elle finit par dire j'ai décelé un problème chez votre bébé, et elle me dit qu'il faut que j'aille aux urgences à la maternité. Donc quand elle me dit ça, je comprends bien que c'est pas un petit problème. Et en sortant du cabinet d'échographie, la sage-femme m'a demandé si j'étais bien entourée, avec un regard compatissant. Donc j'ai bien compris que là, c'était pas drôle ce qui arrivait, quoi. Il y a tant de manières de faire famille, tant de manières d'être parent.
Marie, elle, ne s'est pas mis de barrière quand elle a décidé que c'était le bon moment. Le bon moment pour elle. Ne pas être en couple, un obstacle? Eh bien Marie saute par-dessus et l'envoie valser ce présupposé. Parce que son envie d'être mère est plus forte que tout et ce n'est pas une rencontre amoureuse qui va changer quoi que ce soit. Moi, je la vois un peu comme une aventurière, Marie. Alors pas du style tête brûlée qui fonce sans réfléchir, non, pas du tout. Mais quand elle envoie bouler les conventions, les normes et tout ce qu'on peut plaquer sur ce que doit être une famille, alors je me dis qu'il faut quand même une bonne dose de courage et de détermination pour se lancer et prendre cette direction. D'autant que, quitte à prendre des bifurcations, Marie est du genre à emprunter les chemins de traverse. Elle écoute son intuition, écoute sa petite voix pour prendre la voie qui correspond le plus à ses valeurs, à qui elle est, profondément. Tomber enceinte grâce à une seringue et un donneur volontaire qu'on connaît à peine, eh bien pourquoi pas? Pas de sentiment donc entre ce géniteur et Marie, mais malgré tout dans l'histoire de cette grossesse entamée au moment de Noël et découverte au tout début de l'année 2021, il y a beaucoup d'amour. Parce que d'ailleurs, il faut aussi une bonne dose d'amour pour se lancer dans une telle épopée. C'est l'amour qu'on donne et qu'on est prête à donner à ce futur enfant. Et puis, il y a cet amour qu'on reçoit, que Marie reçoit. Cet amour qui la motive à se lancer, qui la rend libre, qui la porte et qui l'entoure. Cet amour, c'est l'amour des siens, de sa famille, de Candice, son amie. Et quand les choses dérapent, que rien ne va plus, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, l'amour, justement, et les souvenirs de cette petite fille, de cette petite Lénie, pour toujours associée au mois de juin. Aujourd'hui, c'est de la maternité solo de Marie dont on va parler. Il y a 1001 manières de construire sa famille, mais aussi 1001 raisons qui font qu'on peut se retrouver mère seule avec un enfant. Marie, c'est la maternité solo et choisie. Et dans son cas à elle, solo ce n'est pas solitude, bien au contraire. C'est la maternité solo, la maternité écorchée, la maternité endeuillée, mais aussi la maternité bien entourée. Car Marie, dans les joies et les épreuves, elle a été et elle continue d'être bien entourée. Et d'ailleurs, entourer Marie, c'est entourer aussi Lénie. Au revoir podcast, épisode 48, première partie. Marie, solo et entourée d'amour. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle de Marie. Marie a la trentaine, elle habite en Bretagne, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la maternité l'a toujours attirée. La vie de famille, la vie en clan, la vie soudée à celles et ceux qu'on aime. Alors moi, j'ai grandi, je dirais, dans une famille où on est élevé un peu dans un esprit communautaire. J'ai plein de cousins, de cousines. On a vraiment grandi tous ensemble. Ce qui est intéressant aussi à savoir et à dire, c'est que mes parents sont famille d'accueil. Donc j'ai grandi aussi avec des enfants placés chez moi depuis que je suis petite, je dirais depuis que j'ai 8 ans, 10 ans. Donc j'ai vraiment évolué dans un univers entouré d'enfants et vraiment très proche de ma famille. Un jour, devenir mère, c'était vraiment évident. Enfin, ça a toujours été dans mes gènes. Alors j'ai une sœur qui a 10 ans de plus que moi et qui a été maman assez jeune, à 22 ans de mémoire. Donc j'ai été tata très jeune aussi. Ma sœur m'a laissé une place de choix auprès d'elle pendant sa première grossesse. Et c'est vrai que ça a été assez révélateur pour moi de voir son ventre grossir, de participer aux échographies, de toucher son ventre. Enfin, c'était vraiment magique. Et puis je me suis dit que moi aussi un jour je voulais vivre ça, quoi. C'était vraiment évident. Mais je m'étais fixée d'être mère à 26 ans. Voilà, c'était un peu mon rêve. Et à 26 ans, je me suis séparée de la personne avec qui je vivais à ce moment-là. Donc pile au moment où ça commençait à venir des tripes et donc là, ça a été un gros chamboulement dans ma vie et je me suis dit qu'il fallait que je prenne soin de moi et qu'il fallait que je guérisse de cette séparation qui était d'autant plus difficile pour moi parce que je disais presque au revoir à ce rêve d'être mère, en tout cas mère bientôt, quoi. Donc c'est vrai que là, ça m'est venu
assez, rapidement l'idée de faire un bébé en solo parce que j'étais seule. Au fur et à mesure des mois, j'allais mieux, j'étais bien dans ma peau et c'est vrai que cette envie d'être mère était de plus en plus, présente et elle est même devenue viscérale. J'avais vraiment envie, je ne pensais qu'à ça. Je voulais pas attendre, de rencontrer quelqu'un. Enfin, je voulais pas que mon projet dépende d'une rencontre avec quelqu'un et je me suis rendu compte que quand je faisais, des rencontres avec, des hommes, en fait, je cherchais plus un père pour mon enfant qu'un amoureux. Et là, je me suis dit que moi, j'attendais qu'une chose, c'est d'être mère et pas forcément d'être en couple. J'étais bien dans ma vie, j'étais bien, célibataire et non pas seule, puisque encore une fois, je me suis jamais sentie seule. Et c'est pour ça que ça a été, assez facile de prendre la décision de cette parentalité solo. C'est que j'ai tellement toujours été entourée et puis je me suis dit, j'ai pas à imposer cette envie viscérale d'enfant à quelqu'un. J'ai envie d'un enfant, et ben allons-y quoi. Enfin jamais je me suis sentie seule, dès lors que j'ai parlé de mon projet, de maman solo, je me suis tout de suite sentie, soutenue, entourée. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que, ma famille est hyper ouverte, hyper open à tout ce que je peux proposer de hors norme et les amis, l'entourage pareil, enfin c'est tout le monde a j'ai l'impression que c'était assez évident dans la tête de tout le monde. Alors, surprenant parce qu'à l'époque, j'avais 28 ans, donc j'étais quand même jeune. J'avais tellement hâte, j'étais si pressée qu'il fallait y aller, quoi. Donc il a fallu que je prenne le taureau par les cornes et là, j'ai commencé à me renseigner. Donc c'était je dirais début 2020 où vraiment ça a commencé à cheminer dans ma tête. Et donc j'ai commencé à envisager les possibilités de devenir mère en solo. Alors en 2020, il y avait pas grand-chose de possible pour les femmes seules, en France en tout cas. La PMA en France pour les femmes célibataires, ce n'est pas possible en 2020. Il faut attendre la loi de bioéthique de 2021 pour que la procréation médicalement assistée soit accessible pour toutes les femmes, qu'elles soient célibataires, en couple, avec un homme ou une autre femme. Alors il reste deux chemins pour Marie. Prendre la direction d'une PMA à l'étranger, mais elle ne le souhaite pas, elle ne le peut pas. Bénéficier d'un don de sperme en Espagne ou en Belgique, par exemple, où se rendent d'ailleurs de nombreuses femmes, ce n'est pas envisageable. Manque de temps, manque d'argent. Et d'ailleurs, pourquoi payer parce qu'elle est célibataire? Alors elle commence à s'orienter vers un autre chemin, un itinéraire bis, un peu caché, un peu secret. Comme d'autres femmes avant elle, Marie commence sa quête d'un donneur pour une insémination qu'on qualifie d'artisanale. Oui, c'est une méthode qui n'est pas légale parce qu'elle peut donner lieu à des dérives. Par exemple, certains donneurs demandent une compensation financière, ce qui va à l'encontre même du principe de gratuité du don. Mais Marie, elle est déterminée et surtout elle sait ce qui est important pour elle. Et plus encore, elle sait qu'elle ne veut pas s'imposer une relation sexuelle, une relation physique et intime avec un homme juste pour être enceinte. Alors, elle se lance dans cette aventure, emprunte ce chemin avec plusieurs critères en tête. Que cet homme soit lui-même père, qu'il ait déjà réalisé des dons par le passé, et qu'il soit disposé aussi à ce que le futur enfant puisse entrer en contact avec lui si cet enfant le désire justement. Marie, via un site internet, échange donc des messages avec un homme en particulier. Et si c'était lui, le donneur? Alors elle le rencontre. C'est vrai que le physique m'importait peu, me confie-t-elle, mais en tout cas son comportement en face de moi était important à valider, donc c'était indispensable avant qu'on se lance, d'échanger et de se voir et de se rencontrer une première fois. Et d'ailleurs, on avait des valeurs en commun. Comme le courant passe bien, une autre étape peut alors être franchie, et il faut réfléchir au moment le plus propice pour la conception. Une conception artisanale, donc. Pas de rapport sexuel, pas de contact physique. Une aventure humaine, donc, avec une petite chose en plus, une seringue. Sur ce point, Marie échange beaucoup avec des amies de sa sœur, deux femmes qui ont eu recours à un don artisanal pour avoir un enfant ensemble. On a eu l'occasion d'échanger ensemble,
sur, comment faire et puis me préparer un peu, psychologiquement au fait que, ça pouvait être long comme n'importe quelle conception. Après, il y a autant de chances, avec un don artisanal que, une conception naturelle d'un couple, hétéro. Moi, je suis partie avec ça, sous le bras en me disant qu'il fallait que je m'arme de patience et que voilà, qu'il fallait que je surveille mon cycle, comme, le lait sur le feu et puis voilà, qu'il fallait, improviser et être disponible, quand le corps était prêt, quoi. Et que les amis de ma sœur mettent un peu le frein en me disant, «Attention, ça peut être extrêmement long, ça peut prendre des mois». Et ben, je pense que ça a remis un peu, les pendules à l'heure dans ma tête en me disant: «Bon, je vais m'armer de patience» et c'est pour ça que je suis arrivée à ce mois de décembre 2020 avec ce premier essai en me disant: «Bon, normalement mon ovulation tombait, le 24 décembre, donc jour du réveillon, donc forcément j'allais pas voir le donneur, ce jour-là. Donc on s'est vu le 23 en me disant: «Bon, bah, c'est pas grave, ça tombe pas le jour même, on verra bien et puis si ça marche pas, rendez-vous le mois prochain». Sauf que début janvier 2021, mes règles n'arrivent pas. Donc je décide, de faire un test de grossesse et il a été positif tout de suite. Donc en fait, je suis tombée enceinte, du premier coup. Et ce test, Marie ne le fait pas seule, avec elle-même. Car sa maternité solo, c'est dès le début une histoire de femme et de famille. J'ai fait, un test de grossesse, au bout de 5 jours de retard de règles, en visio avec ma sœur et mon amie Candice qui était, le jour de ce fameux test de grossesse, en visio avec moi, dans les toilettes. Donc on était sur quelque chose d'assez folklore, mais voilà. Candice, on se connaît depuis le lycée et je crois que ce qui nous lie, c'est vraiment la parentalité. Je crois qu'elle, elle a toujours rêvé d'être mère aussi et on a toujours parlé d'enfants. Enfin, ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça fait 15 ans qu'on parle d'enfants tout le temps, quoi. Et ça a été évident que quand je me suis lancée dans mon projet, de parentalité en solo, ça a été évident qu'elle serait là, près de moi et qu'elle m'accompagnerait. Alors pas comme un coparent, mais presque quand même, hein. Allez, c'est parti, la grossesse peut démarrer. Rapidement, Marie est malade, elle est affaiblie. Et lors de l'échographie du premier trimestre, à laquelle Candice assiste, tout va bien. Alors c'est rassuré que Marie accepte la prise de sang pour le tritest. Cependant, les résultats qui lui reviennent l'inquiètent, parce qu'il y a un fort risque de trisomie. Marie est donc orientée pour pratiquer le DPNI, le dépistage prénatal non invasif. Ce test sanguin, davantage précis, permet d'en savoir plus. Et si le résultat revient négatif, alors le risque que le bébé soit porteur d'une trisomie 21 est clairement réduit. Pendant 15 jours, Marie retient donc son souffle. Ça a vraiment, stoppé un peu ce nuage, sur lequel j'étais depuis 3 mois en me disant: «Mais, c'était trop beau pour être vrai». Je suis tombée enceinte hyper facilement, enfin, c'était trop facile et ouais, je suis vraiment redescendue sur terre, quoi et ça a été un peu violent, un peu beaucoup et les résultats sont arrivés, donc ouais, au bout de quelques semaines, je sais plus si c'était 2 ou 3 semaines et ils sont revenus, donc négatifs. Donc c'est la sage-femme qui m'a appelée et qui m'a dit, «Tout va bien, pas de risque de trisomie, vous pouvez, souffler» et moi j'étais, rassurée bien évidemment, mais ça m'avait vraiment refroidie et j'ai quand même toujours gardé en tête comme une petite voix en moi qui me disait, «Cette peur-là, il faut quand même que tu la gardes dans un coin de ta tête parce qu'en fait, on n'est jamais tranquille, quoi». Est arrivée l'échographie du deuxième trimestre, donc l'échomorpho. Alors tout le monde autour de moi était ultra excité de savoir, parce que je voulais connaître le sexe. Après, moi je m'en fichais un peu de savoir si c'était une fille ou un garçon, mais c'était peut-être pour, m'aider à me projeter. Enfin voilà, j'avais envie de savoir. Et tout le monde autour de moi avait envie de savoir. Et tout le monde était vraiment dans l'ultra positif. Et moi, j'étais pas sereine, j'étais stressée, comme si j'avais un pressentiment il peut se passer quelque chose de pas bien, quoi. Je décide d'y aller avec Candice.
Elle est venue à la première échographie, et elle était là pendant cette écho-morpho, c'était cette deuxième échographie. Elle était présente. Et donc l'échographie commence. On me dit rapidement, alors moi je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était un garçon, et on me dit rapidement que c'est une petite fille, donc j'étais surprise et ravie. Et j'ai commencé à lâcher prise parce que c'était hyper joyeux dans le cabinet. Voilà, elle me montrait mon bébé qui avait bien grossi depuis la première écho, donc j'ai vraiment lâché un peu prise en me disant bon, ça a l'air de bien se passer vu comment la sage-femme est enjouée. Et puis elle est de plus en plus silencieuse et elle finit par dire bon, j'ai décelé un problème chez votre bébé. En fait, votre petite fille, elle a des œdèmes autour du cœur, d'un poumon et aussi entre les deux yeux. Et elle me dit il faut que j'aille aux urgences à la maternité. Quand elle me dit ça, je comprends bien que c'est pas un petit problème. Et en sortant du cabinet d'échographie, la sage-femme m'a demandé si j'étais bien entourée, avec un regard compatissant. Donc j'ai bien compris que là, c'était pas drôle ce qui arrivait, quoi. J'ai dû appeler mes parents sur le chemin en allant à la maternité pour leur annoncer que effectivement c'était une petite fille, et donc ils étaient trop contents, et leur annoncer aussi que c'était une petite fille qui avait des problèmes et qui était pas en très bonne santé, qu'on savait pas ce que c'était, mais que là j'allais à l'hôpital pour je pense passer des examens. Donc ça a calmé un petit peu tout le monde, forcément. Tout le monde est redescendu un peu de son excitation du moment, quoi. Après ce rendez-vous, Candice reste avec Marie, qui est prise en charge par une gynécologue de l'hôpital. Et là, c'est comme si Marie empruntait encore un autre chemin. Ce chemin rythmé par les examens, par les pourquoi, par les analyses. On lui parle d'un possible syndrome génétique, des risques qui y sont liés. Il faut attendre, il faut s'informer, espérer aussi. Dans cette période des on ne sait pas. J'étais effondrée, d'autant plus que je sais pas pourquoi je m'étais toujours dit que si je tombais enceinte et que mon enfant était porteur de handicap, pour moi c'était évident que j'allais faire une IMG. Sauf que une fois qu'on y est confronté dans la vraie vie et qu'on sent son bébé bouger et qu'on a déjà créé du lien, et ben c'est plus du tout évident, quoi. C'est plus du tout évident, d'autant plus que je suis seule responsable de cet enfant puisqu'il n'y a pas de papa. Donc ça faisait très très lourd à porter pour une maman en devenir. Alors mes parents ont été hyper présents, ma sœur hyper présente, enfin la famille en général, les amis très très proches, très présents aussi. Mais moi, le discours qu'on m'a tenu, et c'était le discours à tenir, hein, c'était peu importe le choix que la décision que tu vas prendre, ce sera la bonne, puisque c'est toi le parent de cet enfant. Et sauf que j'aurais aimé qu'on prenne la décision pour moi, ou en tout cas qu'on me guide. Et peut-être que si j'avais été accompagnée d'un papa à ce moment-là, peut-être que ça aurait été plus simple. Il faut pas parler de simplicité dans ces moments-là parce que tout est tellement dur. Mais c'est juste que oui, effectivement, quand je me suis lancée dans cette parentalité solo, forcément, j'avais pas envisagé que la responsabilité, d'un parent pouvait aller jusqu'à la mort de cet enfant, quoi. Et il a fallu encaisser ça, et donc être très entourée. Et bon, l'équipe médicale a été au top pendant cette période de on ne sait pas ce qui se passe. Il se passe quelque chose de grave, mais on ne sait pas quoi. Du coup, moi, c'était hyper dur de tous les jours continuer à créer du lien avec ma fille et me rassurer et la rassurer parce que j'avais l'impression qu'on était hyper connectés. Enfin, dès que j'ai appris qu'elle était malade, moi, ça m'a fait l'effet de... J'avais vraiment le besoin de qu'on communique, quoi. Qu'on communique toutes les deux, et ça a vraiment été le cas. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'elle me comprenait. Donc, c'était hyper important voilà, d'être connectée à ce bébé, et du coup, d'avoir des épaules bien solides pour envisager la suite, parce que je savais pas à quoi m'attendre, quoi. Et puis moi, je suis de nature positive et j'avais envie d'être dans l'espoir. Et puis, j'avais pas envie d'envisager le pire. Enfin, je me disais, non, ça peut pas m'arriver à moi.
J'ai trop galéré, dans ma vie, j'ai fait le deuil, du couple, j'ai fait le deuil du couple parental. Je peux pas faire le deuil de mon enfant, c'est pas possible, quoi. Là, c'était pas envisageable pour moi, le positif amène le positif. Il faut que je sois positive à tout prix. Donc, moi, j'ai commencé à acheter du matériel, de puériculture puisque de toute façon, comme j'étais maman solo, il fallait aussi que j'anticipe mes achats. Donc, j'ai commencé à faire la chambre de ma fille. J'ai acheté une poussette, j'ai commencé, les tatas, de cœur et de sang, se sont fait, une joie d'acheter des vêtements. Donc en fait, j'étais déjà très équipée. La chambre de mon bébé était remplie, donc mais je voulais être dans l'avenir parce que ça pouvait pas se passer autrement, quoi. Début juin 2021, la poche des os de Marie se fissure. Elle avait beaucoup de liquide amniotique, beaucoup trop, à cause des complications qui ont été détectées chez sa petite fille. Alors malgré toutes les précautions qui ont été prises, le corps de Marie commence à dire stop. Alors qu'elle était en convalescence, chez ses parents dans la Sarthe, elle doit être hospitalisée en urgence dans un hôpital qui ne connaît pas son dossier. Et là, c'est comme un second coup de tonnerre qui résonne. Ce sont deux espaces-temps qui s'entrechoquent, deux temporalités qui deviennent rivales, incompatibles. On doit patienter car il y a les examens, les questions qui n'ont pas encore de réponse, et puis en l'espace de quelques jours, on est dans le rush, tout s'accélère. C'est une seconde réalité qui entre violemment en collision avec la première réalité à laquelle on a déjà du mal à faire une place. Et tout ça, ça a un nom. MAP. M-A-P. Menace d'accouchement prématuré. D'un côté, on essaie de prendre le temps, mais il n'y a plus le temps en fait. Ou très peu. Car pendant cette hospitalisation, les résultats de la myosynthèse tombent. Le bébé de Marie est bien porteur d'un syndrome génétique rare, d'un syndrome génétique pour lequel on peut recourir à une IMG. C'est la gynécologue qui suit habituellement Marie à Rennes qui lui communique les résultats par téléphone. Donc j'étais toute seule dans ma chambre d'hôpital. Je lui ai demandé, de me réexpliquer vraiment, ce qui m'attendait, sachant que je suis maman solo, donc un enfant extrêmement malade, enfin du coup je me demandais comment ça pouvait être compatible avec ce que j'avais envisagé comme vie avec ma fille, quoi. Et donc elle m'explique, problème de croissance, problème de cœur, risque de leucémie, de cancer infantile, faciès particulier, fragilité cognitive et potentiellement, déficience intellectuelle légère. Léger, ça veut dire quoi? Et elle m'a répondu, bah, disons que votre fille, elle fera pas HEC, quoi. Voilà, ça a été hyper violent. Là, j'étais hyper en colère. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, moi non plus, j'ai pas fait HEC, je ferai jamais HEC. Et pour autant, je suis pas malade, quoi. J'aurais préféré qu'elle appelle un médecin de l'hôpital et qu'on vienne me l'annoncer de vive voix dans ma chambre une fois que mes parents soient là, quoi. Que je sois pas toute seule à encaisser cette nouvelle-là. Donc ça a été violent. C'est resté longtemps dans ma tête. Puis tu vois, là, je t'en parle, c'est que ça reste encore gravé dans ma mémoire, quoi. Mes parents et ma sœur sont venus tout de suite, donc ça m'a fait du bien. Après, j'étais hospitalisée dans les grossesses à risque. Donc, j'avais à disposition une psychologue quand je voulais, qui m'a aidée à prendre les des décisions impossibles à prendre. Prendre ou non la voie de l'IMG, décider ou non d'arrêter la grossesse, d'accompagner cette petite fille in utero. Emprunter l'un ou l'autre de ces chemins, c'est signer quoi qu'il arrive pour une vie qui ne sera plus jamais la même. S'orienter vers l'IMG, c'est aussi signer un papier. Mais la responsabilité a beau être partagée entre Marie et l'équipe médicale, il n'empêche que le poids de la décision pèse lourd sur ses épaules. Autour d'elle, ses parents, sa sœur, Candice aussi font bloc pour la soutenir, car le temps presse. Alors, j'étais pas en travail, mais j'avais le col qui était ouvert, donc potentiellement, ça pourrait arriver d'une minute à l'autre, quoi. Donc, on m'a dit, vous prenez tout le temps qu'il vous faudra pour réfléchir, mais prenez pas trop de temps non plus, parce que potentiellement, si le travail se déclenche, là, il y aura plus de choix possible. C'est que là,
la seule solution, ce sera d'accueillir votre fille et de la réanimer puisque là, j'arrivais à 27 semaines de toute façon et que moi, j'arrivais pas du tout à prendre cette décision d'interrompre la grossesse. C'était trop pour moi. Je me suis dit: «Il faut que je me laisse 2-3 jours pour encaisser» et c'est ça, j'ai dû apprendre le mercredi qu'elle était malade, le diagnostic et le jeudi, c'était le jour des commissions de Rennes. Donc en fait, c'était soit je donnais ma décision d'IMG, le lendemain, soit j'attendais une semaine. Donc là, il fallait que je croise les doigts pour que mon corps tienne une semaine et que ma fille décide de rester une semaine dans mon ventre, quoi. Donc le lendemain, j'avais toujours pas pris de décision. Je m'étais dit, j'attends de voir, j'arrive pas, j'en suis incapable. Et puis ce matin du 18 juin 2021, je me réveille avec des douleurs toujours présentes. Et puis je fais que de pleurer parce que je me dis, il y a quelque chose qui va pas, j'ai l'impression que mon corps me lâche, et ma fille était hyper agitée, je recevais des coups de pied non-stop, quoi. Et je sentais qu'elle, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était dans le même état que moi, donc ça m'angoissait total. J'ai appelé mes parents et ma sœur. Je leur ai dit: «Ça va pas, je me sens pas bien». Du coup, ils sont venus. Entre-temps, j'ai rappelé la psychologue en lui disant: «Je crois que j'ai pris ma décision et que je vais demander une IMG parce que, c'est pas du tout compatible avec, ma vie de maman solo». Enfin, je crois que je on sera malheureuses toutes les 2. Elle va souffrir, je vais souffrir autant qu'elle. Alors si c'est pas physiquement, ce sera, psychologiquement. Donc je décide de faire une demande d'IMG. Donc il est midi. Je commence à plus pouvoir trop parler tellement, j'ai mal. Les médecins viennent me voir en me disant, «On va vous rapatrier à Rennes, parce qu'il faut que vous soyez près de vos médecins». Sauf que, j'étais tellement douloureuse qu'au bout d'un moment, je pense qu'il y avait, je sais pas, peut-être 5-6 personnes dans la chambre, que je commençais à m'énerver parce que, on m'avait toujours pas auscultée, donc je savais pas si j'étais en travail et que, en fait, la seule chose qu'on me disait, c'était, «Si vous accouchez bientôt, vous allez devoir, assumer votre fille. On va pas pouvoir, mener à bien votre demande d'IMG». En fait, j'avais l'impression qu'ils me parlaient d'administratif alors que moi, là, j'étais en souffrance physique et que j'avais d'autres décisions à prendre. En fait, c'était un tournant dans ma vie et il y a un moment où je me suis énervée, j'ai dit: «Tout le monde sort». Ma sœur et ma mère qui étaient présentes dans la chambre, elles ont vécu chacune 2 accouchements et 2 des accouchements rapides et ma mère a dit, au chef de service, «Dans la famille, on accouche vite. J'ai l'impression que là, ma fille va bientôt accoucher». Et la chef de service a dit: «Mais non, c'est une première grossesse, vous inquiétez pas». Entre-temps, ils m'avaient mis une intraveineuse pour ralentir les contractions, mais ils étaient assez persuadés que j'allais pouvoir rentrer à Rennes en ambulance, quoi. La sage-femme m'a auscultée et je lui ai dit: «Bah, je suis en travail». Elle m'a dit: «Oui, vous êtes à 8 centimètres. Vous êtes ouverte, votre col est ouvert à 8 centimètres». Donc en fait, j'étais sur le point d'accoucher, quoi. Effectivement, je sentais bien que la tête de ma fille était engagée et que ces douleurs, ces vagues que je sentais depuis plusieurs heures maintenant, et ben, ça s'appelait des contractions, en fait. Et là, ce sont les vagues, les décisions à prendre tout de suite. Toute l'équipe est sur le pont, branle-bas de combat. On ne cesse d'échanger par téléphone entre les hôpitaux de Rennes et du Mans. Pas le temps de reprendre son souffle qu'il faut vite penser, vite réfléchir. Et Marie, elle a mal. Elle se noie presque dans la douleur. Douleur physique, douleur psychologique. Sa mère, sa sœur, Candice, son père, tout le monde est là pour lui maintenir la tête hors de l'eau. Interrompre la grossesse n'est plus possible, c'est trop tard. Sa petite fille va naître. Très grande prématurée, il faudrait qu'elle soit réanimée pour pouvoir vivre. Mais vivre comment quand on cumule le fait de naître très tôt et d'avoir une pathologie particulièrement grave et incurable aussi? Et dans ce chaos d'une chambre de maternité, un jour de juin, il y a 3 ans, des mots sont posés, un tournant est amorcé. Ce bébé, on va l'accompagner jusqu'à son décès. Cette petite fille, elle va naître vivante, mais ne souffrira pas grâce aux soins palliatifs. Alors Marie se met dans sa bulle et se prépare à la rencontrer, à rencontrer sa petite Lénie.
Lénie qui va venir au monde sous le regard plein d'amour de sa maman et de tous les membres de cette famille si soudée. Après, la douleur physique, j'ai l'impression que c'était rien comparé à ce qui se passait dans ma tête, quoi. Donc mais vraiment, j'ai réussi à me mettre dans cette bulle, j'essaie de gérer comme je peux, surtout les émotions qui m'arrivent en pleine face parce que là, c'est imminent, je vais rencontrer ma fille. En fait, c'était surtout ça qui se passait dans ma tête, je veux pas qu'elle souffre, je veux que ça reste un moment incroyable parce que je vais devenir mère là. Donc je veux surtout pas que la maladie et la mort puissent m'enlever ça, quoi. Donc je suis vraiment restée focus là-dessus. Au final, donc ma poche était fissurée, mais elle n'a pas cédé, donc on m'a percé la poche des os. Ça a été une une vague, énorme puisque j'avais un du liquide amniotique, comme pas possible, donc c'était très impressionnant et à la fois un soulagement, physique, plus de pression dans le dos, dans le ventre, sur les organes. Enfin, c'est une sensation dont je crois que je me souviendrai toute ma vie, quoi. Et puis, là, il faut que je pousse, quoi. Sauf que moi, j'avais pas fait de prépa à l'accouchement, que dalle. Donc j'étais vraiment dans, ce qu'il y a de plus animal, quand tu accouches, j'ai hurlé et j'ai poussé là où ça faisait mal. Donc première poussée, la tête sort, 2e contraction, 2e poussée et le corps sort et là je vois ma fille et j'entends un miaulement parce que, parce qu'elle est toute petite, quoi. Elle est toute petite et en même temps, elle est toute finie. Enfin, c'est un moment incroyable. Je crois que c'est la première chose que je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit: «Mon cœur, tu toute petite». Donc on me l'a posée sur moi tout de suite et en fait, j'étais mère, mais il y avait plus rien qui existait. C'était magique. Il y avait pas de maladie, il y avait pas de mort. Je vivais l'instant présent, c'était incroyable. Je l'ai vu pleurer, je l'ai vu bouger son visage. Enfin, c'était fou. C'était vraiment fou. Donc, on m'avait expliqué auparavant que son cœur allait ralentir jusqu'à s'arrêter au bout d'un moment et que si elle montrait des signes de souffrance, ils allaient la médicamenter mais que tant qu'elle montrait pas de signes de souffrance, elle allait rester sur moi, autant de temps qu'il faudra, quoi. On l'a posée, contre moi, contre mon cœur, donc en fait, elle s'est apaisée tout de suite et elle a tout de suite été dans un espèce d'apaisement, comme un sommeil très profond, complètement calme et enfin c'était fou, quoi. C'était vraiment fou. Marie et Lénie. Lénie, tout contre Marie, comme si elles étaient toutes les deux dans cette bulle de douceur, bulle remplie d'amour, à l'abri de la mort. Seules au monde, Marie et Lénie. Eh bien oui, pendant une petite parenthèse de quelques secondes, car bien vite toute la tribu se soude autour de ce duo mère-fille. Il y a les grands-parents, il y a la sœur de Marie, il y a Candice, l'acolyte de grossesse. Et Lénie vit quelques heures ainsi, 5 heures en tout. Une courte, très courte vie donc, mais une vie remplie de la présence de celles et ceux qui l'aimaient déjà si fort. Non seulement ma mère est restée, mais ils ont fait rentrer ma sœur, je pense un quart d'heure après la naissance de ma fille. Donc ma sœur a pu rencontrer ma fille. Mon amie Candice a pu rentrer dans la salle, je sais pas, peut-être 10 minutes après. Mon père, entre-temps, est arrivé. Il a pu rentrer dans la salle aussi. Donc en fait, j'étais avec mes personnes indispensables, mes parents, ma sœur, mon amie Candice et ma fille. Donc c'était un tel cadeau. Et puis j'ai pu présenter ma fille à mes parents ont pu la prendre dans les bras, ma sœur a pu la prendre dans les bras. En fait, je suis devenue mère comme n'importe quelle mère. Moi, je me dis que j'ai eu tellement de chance dans mon malheur de pouvoir rencontrer ma fille et de pouvoir la présenter à ma famille, quoi. Donc tout ça, ça a duré 5 heures. En fait, ma fille a vécu 5 heures. Elle s'est battue 5 heures parce que je savais qu'elle était en train de mourir. Je gardais ça en tête parce que je l'avais dans les bras. Je sentais qu'elle partait, mais j'avais besoin de savoir qu'elle était bien et les médecins étaient hyper rassurants. Enfin, l'équipe a été incroyable. J'ai pu lui donner un bain, j'ai pu lui mettre une couche. Enfin, incroyable quoi.
et elle est partie donc au bout de 5 heures dans mes bras, complètement apaisée et en fait, je changerais ça pour rien au monde. C'était vraiment un moment, suspendu dans le temps là, ces 5 heures de rencontre de où j'ai été mère 5 heures quoi, donc c'était incroyable. Et puis, je remercie ma fille d'avoir pris la décision pour moi parce qu'en fait, j'arrivais pas à la prendre et je me suis dit que, bah, en fait, elle a dû sentir et puis du coup, elle a pris la décision pour moi elle s'est dit: «Bon, bah, maman n'arrive pas à prendre la décision, bah, je vais sortir et puis on verra bien». Donc je suis contente que ça se soit passé comme ça, même si après j'ai dû prendre la décision de la laisser partir. C'est moi qui ai décidé, parce que j'aurais très bien pu décider de la réanimer. Donc ça, c'est quelque chose que je porte et que je porterai toute ma vie. Je suis responsable de sa mort. Je suis pas coupable, mais je suis responsable euh, comme un parent, comme une mère de ce que j'ai pris comme décision et là pour le coup la décision bah, c'était l'accompagner dans la mort quoi. Lénie n'est plus là, mais il y a les souvenirs, il y a la grossesse, la rencontre, cette respiration contre la peau de Marie, ces photos, cette famille réunie autour de ce petit bébé, cette famille endeuillée. Et Marie, elle est au milieu de ce cercle d'amour. Marie, maman solo de Lénie. Marie qui veut crier sa maternité au monde entier. Et c'est pas parce qu'on est en couple qu'on le vit de la même manière. Et moi, je pense que ça a presque été un avantage d'être seule puisque j'avais pas ça en plus à gérer quoi. J'étais seule parce que le seul parent et il y a pas plus malheureux que moi puisqu'il y a pas de papa. Donc moi je suis la maman de Lénie et c'est tout. Et en même temps, mes parents et ma sœur, avec qui je suis extrêmement proche, alors même si c'est pas leur fille, c'est leur nièce et leur petite fille. Alors peut-être que c'est pas aussi intense que moi, je pense pas, parce que voilà. Mais je sens qu'ils me comprennent. Enfin, il y a une compréhension profonde entre nous. Ils l'ont rencontrée de son vivant, alors même si elle était dans un espèce de coma, ils ont quand même pu la tenir dans les bras. Ils sont devenus grands-parents et tata aussi, quoi. Donc je pense que ça a beaucoup aidé. Et quand on en parle toujours, on a besoin des mêmes rituels, tous les 4. On a besoin d'en parler. On en parle avec la même émotion. Et en fait, je me sens comprise, quoi. Je me sens pas du tout seule. Alors, ouais, non, je me sens vraiment pas seule. Alors, c'est différent avec d'autres personnes. Forcément, je suis confrontée à des gens qui comprennent pas ou qui arrivent pas à envisager ce que j'ai vécu. Mais j'ai la chance d'avoir pu être accompagnée par ma famille et que du coup, je serai jamais seule. Cet été, j'étais avec mes parents, on reparlait de ma fille, de Lénie. Enfin, c'est mon père qui en parlait. C'était un moment hyper émouvant parce qu'il en a parlé avec beaucoup d'émotion. Il a versé des larmes que j'ai qualifiées d'intenses, comme moi je peux en verser de temps en temps aussi. Et c'est en ça que je dis que vraiment on se comprend. Après cette rencontre, ça reste toujours intense aussi pour eux, parce que j'avais peur de ça, que bah, eux ils sont dans leur vie, eux dans le quotidien ça a pas un impact, en tout cas pas tous les jours quoi. Moi je suis amputée de ma fille. J'aime bien dire ça, que c'est vraiment une amputation quand on perd un enfant. Et mes parents, c'est différent mais je sens que quand même, il y a cette réelle compréhension et ça, c'est vraiment d'un soutien sans faille pour moi, quoi. Je me sens vraiment soutenue et entourée. Cet entretien a été enregistré fin 2022. À l'époque, j'avais dit à Marie: et maintenant, qu'est-ce que tu prévois? Où en es-tu dans ta maternité? Je retente les essais, mais je suis en plein combat intérieur. J'ai l'impression d'être scindée en deux. Il y a la Marie mère, mère de Lénie et future mère de mes enfants à venir. Et il y a la Marie femme
qui a envie de poursuivre sa vie de trentenaire. Et j'ai l'impression que pour l'instant, j'arrive pas à faire fusionner ces deux personnes. Donc, j'oscille entre la Marie-femme et la Marie-mère. Je continue les essais, mais je suis plus aussi sûre de moi qu'avant. Je suis dans un flou. Si j'arrive à tomber enceinte dans les semaines, mois à venir, c'est super. Mais si ça arrive pas, je me dis que c'est pas grave. Je suis moins dans l'urgence qu'avant. Et je me laisse du temps pour me poser et laisser la vie faire les choses. Voilà. Mais je suis assez apaisée en tout cas quant au fait de démarrer une nouvelle grossesse. J'ai hâte et j'ai pas trop peur parce que j'ai l'impression que le pire m'est arrivé, donc j'essaye d'être positive encore une fois et de rester à tout prix dans ce positif. Donc on verra ce que la vie me réserve. J'attends. Cette première partie de l'épopée de Marie touche à sa fin et je te remercie Marie pour ta confiance. Vous retrouverez la suite de son histoire la semaine prochaine pour une deuxième partie enregistrée fin 2023, il y a quelques mois donc. Je suis Sophie de Chivray et je suis aux manettes d'Au revoir podcast depuis septembre 2020. Alors si vous souhaitez soutenir le podcast et donner au deuil périnatal plus de visibilité, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve très vite pour la seconde partie de cet épisode. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur le compte aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. À très bientôt. Secret